Bonjour tout le monde. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur la classification des antibiotiques. Il faut savoir que les antibiotiques font partie des molécules et des médicaments les plus prescrits dans le monde, qu'ils ont un effet antibactérien propre, parfois un effet antiparasitaire associé, mais en tout cas dans le mot antibiotique, on a bio, et donc les antibiotiques finalement, ils ont un seul et unique effet, c'est de tuer des êtres vivants. C'est-à-dire que les antibiotiques ne peuvent pas être utilisés au cours des infections virales. Alors il y a des cas où on peut utiliser des antibiotiques au cours d'infections virales, comme par exemple si on veut prévenir des surinfections bactériennes qui peuvent se greffer sur des infections virales, mais ce qui est sûr, et ce qui est prouvé, c'est que les antibiotiques ne peuvent pas détruire un virus. On a des molécules antivirales qui sont dédiées en fait pour la prise en charge des infections virales. Alors on va commencer toujours par une introduction, on va voir tous les différents types d'antibiotiques avec leur classification, les inhibiteurs de la synthèse de la paroi, les inhibiteurs de la synthèse protéique, des acides nucléiques, de la voie des folates, celles qui agissent sur la membrane, et enfin un petit point sur les antituberculeux. Alors les antibiotiques, on a dit, sont des médicaments qui agissent sur les êtres vivants, notamment les bactéries et certains parasites. Ils peuvent être soit synthétiques, soit naturels, c'est-à-dire soit synthétisés carrément en laboratoire, soit d'origine naturelle, comme les toutes premières pénicillines ou certains aminosides. Alors les antibiotiques dits bactéricides sont là en fait pour détruire complètement la bactérie, comme ceux par exemple qui agissent sur la paroi. Lorsque on détruit la paroi d'une bactérie, celle-ci va complètement mourir parce que la paroi est un élément obligatoire. Et de ce fait, tout antibiotique bactéricide va détruire la bactérie. Et puis les antibiotiques qui sont dits bactériostatiques, donc bactériostatiques, ça veut dire en fait qu'ils vont inhiber simplement la multiplication ou la prolifération bactérienne. Et il faut connaître quels sont les antibiotiques qui sont bactéricides et quels sont les antibiotiques qui sont bactériostatiques, et on les verra tout à l'heure, ou alors vous les trouverez dans le princeps. Alors on commence d'abord par les bactéries qui agissent sur la paroi. Il y en a trois. On a les bêta-lactamines, qui est de loin la famille d'antibiotiques la plus fréquente et la plus prescrite et la plus populaire dans le monde. On a les glycopeptides et on a la phosphomycine. Donc on va un petit peu s'attarder beaucoup plus sur les bêta-lactamines parce que c'est les plus prescrits en pratique courante et c'est eux en fait que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre cursus. Mais on va voir toutes les familles d'antibiotiques et quelles sont les indications et le spectre d'action de chacune. Alors on commence, ensuite on a ceux qui agissent sur la synthèse protéique, donc ils sont au nombre de 5. On a les aminosides, les macrolidés apparentés, comme le fameux Zitromax qu'on a vu lors de cette épidémie de Covid, les phénicolés, les tétracyclines et d'autres familles qu'on verra également tout à l'heure. Ceux qui agissent sur la synthèse de l'acide nucléique, on a les rifamycines et notamment la rifampicine qui est spécifique au traitement de la tuberculose. On a les fluoroquinolones, notamment le ciprolon qu'on a également vu durant l'épidémie de Covid, et d'autres familles qu'on verra tout à l'heure. Ceux qui agissent sur la synthèse des folates, c'est les sulfamidés apparentés, comme le fameux Bactrim que vous avez forcément vu en parasitologie. Et enfin, ceux qui agissent sur la membrane et qui sont laissés en dernier recours lors du traitement de certaines infections nosocomiales, et ce sont les polymyxines. On commence donc par les inhibiteurs de la synthèse de la paroi, ou les inhibiteurs de la synthèse du peptidoglycane, donc les trois familles qu'on a citées tout à l'heure, les bêta-lactamines, les glycopeptides et la phosphomycine. Alors pour les bêta-lactamines, en fait, elles sont divisées en gros en quatre petites sous-familles. On a les pénames, pas la pénicilline, on a les pénames ici. On a les clavames, on a les céphalosporines et on a l'imipénème. Alors moi j'ai choisi que ces quatre, mais il y en a beaucoup plus. Moi j'ai choisi ces quatre parce qu'en fait ce sont ceux que vous allez le plus souvent rencontrer. J'ai pas voulu parler des méthoxypénames, j'ai pas voulu parler des oxacéphames, etc. Donc on va voir en gros nous les pénicillines, on va voir les clavames ou l'acide clavulanique, on va voir les céphalosporines et on va voir l'imipénème. Mais il y a d'autres antibiotiques et vous trouverez tout dans le princeps. On verra les glycopeptides et on verra la phosphomycine. Alors voici un petit peu le diagramme qui va résumer tout ça. Alors dans les bêta-lactamines, on a quatre sous-familles. On a les pénames, les céphèmes, les pénèmes et les monobactames. Pour les pénames, en fait, c'est la grande famille des pénicillines. Donc les pénicillines sont des pénames. Et parmi les pénicillines, on a trois types. On a la pénicilline G, la pénicilline M et la pénicilline A et qu'on va détailler un petit peu plus tard. On a les méthoxypénames qui ne sont de toute façon pas disponibles en Algérie.
Et on a les oxapénames qui sont en fait l'acide clavulanique entre autres, et qui est toujours utilisé en association avec une pénicilline souvent de type A. Donc ça, ce sont les pénames d'une part. Donc les pénames regroupent les pénicillines, les méthoxypénames et les oxapénames. Pour les céphems, toujours, ils sont au nombre de 3. On a les céphalosporines qui sont divisées en générations, donc première, deuxième, troisième et quatrième génération. On a les céphamycines qui ne sont pas disponibles en Algérie, ou alors il y a une seule molécule qui est disponible. Et enfin, les oxacéphames qui ne sont pas disponibles en Algérie. On a certains auteurs qui parlent de céphalosporines de cinquième génération, et comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas disponibles chez nous, donc ça ne sert à rien d'en parler. On a ensuite les pénèmes, et notamment les carbapénèmes, qui sont des antibiotiques à très large spectre et très puissants, utilisés pour certaines infections nosocomiales. Et enfin, les monobactam, et notamment l'astréonam, qui est leur chef de file. Donc ce que vous entourez ici en rouge, ce sont vraiment les familles qu'on va détailler un peu plus dans notre présentation, car ce sont les plus utilisées en pratique courante. Alors les pénicillines, l'histoire des pénicillines va commencer en gros juste après la Première Guerre mondiale, hein, vers les années 1920, et c'était au moment où on devait en fait soigner les soldats blessés qui mouraient en fait d'infection ou de gangrène ou peu importe au niveau du champ de bataille. Donc, quand Alexander Fleming a commencé à faire comment on appelle ça, ses expériences en fait sur les levures de pénicillinum notatum justement, il a découvert par hasard que la pénicilline qui est sécrétée par le pénicillinum notatum avait un effet antibactérien. Et donc il a publié sa découverte et il a proposé ça aux industries pharmaceutiques pour finalement créer ce qu'on appelle la pénicilline G, qui est la toute première pénicilline qui a été découverte. Et puis lors des combats, et notamment au niveau des champs de bataille, on s'est mis à prescrire de la pénicilline G le plus souvent. Donc on s'est mis à prescrire cette pénicilline G de plus en plus, et notamment, je l'ai dit, pour les blessés de guerre. Et comme vous savez, au niveau de la peau, on a surtout du staphylocoque. C'est le staphylocoque qui est la bactérie commensale qui est présente au niveau de la peau. Et donc les infections cutanées que présentaient ces soldats blessés, c'était surtout des infections à staphylocoque. Donc le staphylocoque a été de plus en plus exposé à la pénicilline G jusqu'à ce qu'il ait réussi à muter et finalement il a pu devenir résistant à la pénicilline G. Et comment est-ce qu'il a résisté? Il a résisté finalement en créant ce qu'on appelle une enzyme qu'on appelle la bêta-lactamase. Alors c'est quoi la bêta-lactamase? On dit aussi pénicillinase, donc la pénicillinase. C'est quoi en fait la pénicillinase? En fait, c'est une enzyme qui est fabriquée par le staphylocoque lui-même, et pas que le staphylocoque, il y a d'autres bactéries qui produisent des pénicillinases. Donc, le staphylocoque produit cette pénicillinase pour détruire la pénicilline G. Et donc, dès que la pénicilline G entre en contact avec lui, il peut la détruire grâce à cette enzyme. Donc, il est devenu résistant à la pénicilline G. Ce qu'ont fait les industries pharmaceutiques, c'est qu'ils ont réussi à créer une pénicilline. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, la pénicilline, elle est faite d'un noyau qui est appelé bêta-lactam et qui possède une chaîne latérale qui est différente selon le type de pénicilline dont on parle. Donc, ce qu'ils ont fait, l'industrie pharmaceutique, elle a créé une pénicilline avec une chaîne latérale qui est très 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 longue jusqu'à entourer complètement le noyau bêta-lactam qui en fait ne pourra plus être reconnu par les pénicillinases et donc finalement on a réussi à créer une pénicilline qui est active sur le staphylocoque résistant à la pénicilline G et on a appelé ça la pénicilline M. Mais on s'est mis également à prescrire cette pénicilline M pour toutes les infections à staph. Et bien malheureusement pour nous, le staphylocoque est très intelligent. Alors ce que vous devez savoir, c'est que la pénicilline va inhiber la synthèse de la paroi en agissant sur une protéine qui est présente sur la paroi des bactéries. On en a parlé quand on a fait le premier cours sur la structure bactérienne. Et il s'agit de la PLP ou de la transpeptidase. C'est cette transpeptidase qui est justement la cible des pénicillines. Donc le staphylocoque étant très intelligent, il s'est dit, finalement, même si ma pénicillinase n'arrive pas à détruire cette pénicilline M, il reste un moyen de devenir résistant à la pénicilline M aussi, je vais essayer de modifier ma PLP.
Donc il existe maintenant des souches de staph qui ont une nouvelle PLP qui est complètement différente de la PLP naturelle des staphylocoques sauvages, et ce qu'on appelle la PLP dite 2A. Et cette PLP 2A, eh bien, elle peut résister à toutes les bêta-lactamines. euh, Ouais, elle peut résister à toutes les bêta-lactamines en fait. Donc tout staph qui est qui résiste aux pénicillines M est résistant à toutes les bêta-lactamines sans exception, je pense, sauf aux céphamycines normalement. Donc on a donné un nom aux staphylocoques selon leur sensibilité aux pénicillines M, et notamment à la méticilline, qui est le chef de file en fait de la pénicilline M. Et donc on parle soit de Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, ou SASM, et on parle de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, ou SARM. Et je vous ai dit, le staphylocoque qui est résistant à la méticilline est résistant à toutes les bêta-lactamines, sauf aux céphamycines. Alors maintenant que vous savez tout ça, il faut savoir que les pénicillines ont un spectre bien plus large que ce qu'on peut croire. Donc les pénicillines G avaient un spectre qui était très étroit. Vous voyez ici qu'elles étaient inactives sur les grammes négatifs. Pourquoi? On avait parlé de la structure des grammes négatifs. On avait dit que les bactéries à grammes négatifs avaient une membrane externe par rapport aux grammes positifs qui n'en possédaient pas. Et cette membrane externe, elle possède des porines qui sont plus ou moins larges. Eh bien, les porines de cette pénicilline, les porines de ces bactéries à grammes négatifs étaient un peu trop étroites pour laisser passer la pénicilline G. C'est pour ça que la pénicilline G est inactive sur les grammes négatifs. Et ce qui a poussé l'industrie pharmaceutique à diminuer en fait la taille de la molécule de pénicilline pour qu'elle devienne active sur certaines bactéries à grammes négatifs. Et on s'est retrouvé avec la fameuse amoxicilline qu'on peut donner pour n'importe quelle infection à BGN, tant qu'il est sensible évidemment aux pénicillines. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu l'histoire de la pénicilline, donc comment on est passé de G vers la M vers la A, on va les détailler une par une. Alors la pénicilline G, on a dit que c'était la toute première pénicilline qui a été mise sur le marché. Pardon, le chef de file c'est la pardon, c'est la benzylpénicilline, ou la pénicilline G par voie IV, parentérale. Mais il existe d'autres types de pénicilline qu'on appelle la pénicilline dite retard, ou la benzatine benzylpénicilline. Alors on donne cette pénicilline dite retard pour en fait prévenir les rechutes ou les syndromes en fait qui sont post-streptococciques. Alors on va parler de tout cela. La première indication en fait des pénicillines G qui a été décrite en plus évidemment de son utilisation dans les champs de bataille, c'était pour traiter les angines à streptocoque. Le streptocoque est un très très bon répondeur à la pénicilline G. Maintenant, le streptocoque malheureusement, il a un effet qui est post-infectieux, c'est-à-dire que même après l'infection, après cette angine, ou après, on verra une prochaine fois toutes les pathologies qui sont liées au streptocoque, même après l'infection, il arrive à créer des syndromes post-streptococciques, comme le rhumatisme articulaire aigu, qui est une atteinte cardiaque, comme la glomérulonéphrite aiguë, comme les syndromes extrapyramidaux, vous avez vu tout ça en sémiologie. Donc pour éviter en fait l'apparition de ces syndromes post-streptococciques, on a créé une pénicilline qui a une action retardée, donc une action qui dure dans le temps, et c'est ce qu'on appelle la benzatine benzylpénicilline, ou plus communément appelée l'extensiline. Alors pendant un grand moment, les pénicillines avaient toutes uniquement une prescription en IV. Ensuite, on a réussi à créer des pénicillines G qui peuvent se donner par voie orale, et c'est ce qu'on appelle la pénicilline V, ou normalement c'est l'Ospen. Ospen, c'est la pénicilline V qui se donne par voie orale. Donc l'activité, maintenant, c'est sur quelques streptocoques, ceux qui sont en général en cause dans les rhizipelles. Actif sur certains également pneumocoques, mais des pneumocoques qui ont une sensibilité normale aux bêta-lactamines. Et il reste ces deux indications, c'est la diphtérie, l'angine diphtérique à Corynebacterium diphtheriae, qui est un bacilliogramme positif, ou la syphilis, qui est due à Treponema pallidum, qui est une IST, une infection sexuellement transmissible. Et ensuite, uniquement ces deux indications qui sont véritablement propres à la pénicilline G, où on ne donne rien d'autre que la pénicilline G. Mais pour les streptocoques et les pneumocoques, on passe le plus souvent vers de la pénicilline A, parce qu'on a une sensibilité qui est très très faible pour la pénicilline G en ce moment. Pour la pénicilline M, on en a parlé, donc c'est un antistaphylococcique par excellence. Donc la prescription de pénicilline M est réservée aux infections à staphylocoque,
Donc le premier chef de file c'est la méticilline mais qui n'existe plus en ce moment sur le marché et qui a été remplacé par l'oxacilline et la cloxacilline et qui sont tous les deux actifs sur le Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Donc sensible à la méticilline. Si on a un Staphylococcus aureus, donc methicillin resistant Staphylococcus aureus, là si on a un Staph aureus résistant à la méticilline, bien évidemment aucune pénie M ne pourra marcher, ni aucune bêta-lactamine d'ailleurs, c'est comme je vous l'ai dit, un SARM est forcément résistant à toutes les bêta-lactamines sauf aux céphamycines. Passons à la pénicilline A. Alors, il existe énormément de pénicilline A, plusieurs familles selon la chaîne latérale. Donc, on a les aminopénicillines qui sont les plus fréquentes. On a l'amoxicilline qui est disponible en péros, donc par voie orale. Et on a l'ampicilline qui est disponible par voie intraveineuse, donc en IV. Et puis, vous avez les autres familles de pénicilline qui sont plutôt réservées aux infections à Pseudomonas aeruginosa, qui sont des infections plutôt nosocomiales. Donc, à retenir de cette planche, c'est que 1. La pénicilline G est donnée le plus souvent par voie intraveineuse. Elle était plutôt donnée pour les infections à streptocoque, les angines, les érysipèles et tout, et pour prévenir le syndrome post-streptococcique grâce à l'extensilline. Il existe une version par voie orale, c'est la pénicilline V, très active sur notamment la diphtérie et la syphilis. Mais la diphtérie c'est Corynebacterium diphtheriae et la syphilis c'est Treponema pallidum. Mais malheureusement elle est inactive sur les grammes négatifs parce que les porines de la membrane externe de la paroi des grammes négatifs sont trop étroites pour laisser passer la pénicilline G. La pénicilline M, on a dit que c'était un antistaphylococcique par excellence, donc il est réservé au traitement des infections à staph. Certaines souches sont maintenant résistantes à la méticilline, on parle de SARM ou de MRSA, et les SARM sont forcément résistantes à toutes les bêta-lactamines sauf aux céphamycines. Pour la pénicilline A, il existe plusieurs types selon leur chaîne latérale, certaines sont carboxylées, d'autres amidinées, d'autres uréidinées, mais la plus fréquente, c'est les aminopénicillines, où on retrouve l'amoxicilline qui est l'antibiotique le plus fréquemment prescrit dans le monde et qui se donne par voie orale, ou l'ampicilline qui est la version intraveineuse de l'amoxicilline. Donc voilà un petit peu pour les pénicillines. On n'oublie pas que ce sont des molécules qui sont bactéricides comme tous les antibiotiques en fait qui inhibent la synthèse du peptidoglycane ou de la paroi. On passe maintenant aux oxapénam ou ce qui dit clavam. Donc les clavams en fait ce sont des inhibiteurs de la bêta-lactamase. Alors on a parlé tout à l'heure du staphylocoque qui est résistant à la pénicilline G grâce à une enzyme qu'on a appelée la bêta-lactamase ou la pénicillinase. Au lieu de se laisser faire, qu'est-ce qu'ils ont fait l'industrie pharmaceutique a fait en sorte de créer des molécules qui peuvent inhiber cette enzyme, inhiber la bêta-lactamase, en plus d'inhiber la synthèse de la paroi. Donc quand on avait surtout des E. coli, des Escherichia coli, des bactéries à gram négatif, quand on leur donnait de la pénicilline A, on voyait que certaines souches de coli n'étaient pas très sensibles à la pénicilline A. Et donc elles avaient créé elles aussi une bêta-lactamase ou une pénicillinase, d'accord? Et on s'est dit pourquoi on n'essaye pas d'inhiber cette bêta-lactamase, comme ça la pénicilline A pourra avoir son effet sur les transpeptidases. C'est ce qu'on a fait. Donc on a deux types d'oxapénam ou de clavam. On a l'acide clavulanique qui est le plus fréquent, et on a également le tazobactam qui est le deuxième plus fréquent. Donc l'association la plus retrouvée sur le marché, c'est l'association amoxicilline acide clavulanique qu'on appelle augmentin. Et l'augmentin en fait c'est donc l'association d'une pénicilline A, donc d'une péni A, avec un inhibiteur de la bêta-lactamase. Alors il faut savoir que les inhibiteurs de la bêta-lactamase ne fonctionnent pas tout le temps. On a des E. coli qui sécrètent ce qu'on appelle une bêta-lactamase dite à spectre élargi, c'est-à-dire qu'elle peut inhiber en fait elle est résistante à toutes les bêta-lactamines sauf l'imipénum. Donc c'est la seule molécule qui reste. Et malheureusement, les bêta-lactamases à spectre élargi, c'est un gros problème de santé publique parce que les E. coli, on ne trouve pas vraiment de molécules qui peuvent les traiter, surtout les E. coli nosocomiales. Donc voilà, les inhibiteurs de la bêta-lactamase vont inhiber cette enzyme qui détruit les bêta-lactamines. On les donne toujours en association évidemment avec une pénicilline A, sinon on n'a rien fait. L'amoxicilline et l'acide clavulanique, c'est le plus fréquent, c'est l'augmentin qu'on donne pour toutes sortes d'infections, qu'elles soient respiratoires ou qu'elles soient digestives ou autres. On en a d'autres, on a l'association
ticarcilline, acide clavulanique, c'est ce qu'on appelle le timentin. On a l'association pipraciline, tazobactam qui est réservée au Pseudomonas aeruginosa, et vous trouvez toutes ces informations sur le princeps. On passe aux céphalosporines. Alors les céphalosporines sont toujours des antibiotiques qui sont bactéricides. Elles ont toujours le même noyau, bêta-lactam, donc ce sont des bêta-lactamines. Donc elles peuvent être inhibées par une bêta-lactamase. Elles sont divisées, comme j'ai dit, en 4 générations, et chaque génération va posséder un spectre plus large que la précédente. Donc les C1G ont un spectre plus étroit que les C2G, plus étroit que les C3G, plus étroit que les C4G. Pourquoi on a fait cette évolution, cette escalade thérapeutique? Parce qu'on a eu des bactéries, notamment nosocomiales, comme le Pseudomonas, comme la Cinetobacter, qui ont développé des résistances de plus en plus étroites aux céphalosporines de 3e génération, qui sont les plus prescrites en milieu hospitalier. Donc on était obligé de passer vers une 4e génération, et vers une 5e génération maintenant, mais qui n'est pas disponible en Algérie, pour le traitement des infections nosocomiales à Pseudomonas aeruginosa ou à Cinetobacter baumannii. Donc il y a certaines céphalosporines que vous connaissez peut-être. Donc pour les premières générations, on citera par exemple la céphalexine, la céphalexine, ou encore la céphalotine. Comme exemple de céphalexine, vous avez le Lexin ou aussi appelé kéforal, comme c'est la molécule originale de kéforal. Pour les céphalosporines de 3e génération, on a le céphotaxime et le claforan qu'on donne le plus souvent en milieu hospitalier. On a également la ceftriaxone qui est l'équivalent du céphotaxime mais qui a une élimination biliaire. Donc il n'y a pas grand chose à connaître sur les céphalosporines, à part qu'elles ont un spectre très large, qu'elles peuvent être prescrites sur beaucoup d'infections, surtout pour le staph d'ailleurs. Elles ont une très bonne réponse pour le staph et pour les E. coli. Et normalement c'est à peu près tout. Il faut connaître les dénominations des antibiotiques qui sont présents dans chaque génération de céphalosporines. On passe maintenant au carbapénem, ou ce qu'on appelle également l'imipénem, qui est la molécule chef de file. Donc c'est un antibiotique qui est à large spectre, qui est réservé en fait à usage hospitalier. On ne peut pas acheter de l'imipénem en pharmacie, c'est uniquement à usage hospitalier, et il est utilisé pour en fait le traitement des bactéries multirésistantes. C'est pour ça qu'il est uniquement à usage hospitalier, parce que imaginez si tout le monde se mettait à acheter de l'imipénem ou du thiénam en pharmacie, on se retrouvera avec des bactéries qui seront multirésistantes un petit peu partout en communauté, et ça ce serait pas bien. Si on a une résistance à l'imipénem, c'est bon, on peut plus rien faire. D'ailleurs, on dit qu'une bactérie, qu'un E. coli ou qu'un Acinetobacter qui est résistant à l'imipénem, il va résister à tous les antibiotiques et on ne pourra plus le traiter. Attention, l'imipénem est inactif sur le Staph aureus méticillino-résistant, donc le MRSA, et ce qui veut dire que si on a le diagnostic de MRSA, il faudra obligatoirement passer par les antistaphylococciques majeurs qu'on verra tout à l'heure, et on va éviter toutes les bêta-lactamines en fait. Il faudra passer à d'autres familles, sauf les céphamycines qui ne sont pas disponibles en Algérie. Maintenant les glycopeptides. Là on passe aux choses sérieuses. Donc les glycopeptides, c'est une bactérie qui est bactéricide, ce n'est pas une bêta-lactamine, mais elle agit au niveau de la paroi, donc elle va empêcher la synthèse de la paroi. Alors c'est un antibiotique qui est inactif sur les bactéries à gram négatif, et c'est par exactement le même procédé ou la même cause en fait que pour les pénicillines G. On a dit que les bactéries à gram négatif possédaient une membrane externe au niveau de leur paroi. Cette membrane externe va avoir des pores, et ces pores sont beaucoup trop étroits pour laisser passer cette grosse molécule de glycopeptide qui est en fait parmi les plus grosses molécules antibiotiques qui existent jusqu'à présent. Ce sont des antibiotiques à spectre étroit. Elles ne sont actives que sur les bactéries à gram positif. Ils font partie des antistaphylococciques majeurs, et notamment grâce à la vancomycine. Donc la vancomycine en Algérie, on l'utilise uniquement on peut dire qu'on peut l'utiliser uniquement pour traiter les infections à staphylocoque qui sont résistants à la méticilline. Donc s'il y a un truc à retenir pour les glycopeptides, c'est la vancomycine, et qu'ils sont inactifs sur les grammes négatifs, et ils sont réservés au traitement des staph résistants à la méticilline. Donc c'est un antistaphylococcique majeur, et vous trouverez la liste des antistaphylococciques majeurs normalement dans le cours. La phosphomycine, toujours, il agit en inhibant la synthèse de la paroi. C'est un antibiotique bactéricide à large spectre, actif sur les entérobactéries sécrétrices
de bêta-lactamase à spectre élargi, notamment les E. coli, et il est donné pour les infections urinaires notamment. Maintenant qu'on a fini avec les inhibiteurs de la synthèse de la paroi, on va passer aux inhibiteurs de la synthèse protéique et on va parler des aminosides d'abord. Donc les aminosides vont inhiber la synthèse protéique en inhibant la sous-unité 30S, du ribosome. Donc on inhibe la sous-unité 30S du ribosome. Faut savoir que dans leur structure, dans la structure des aminosides, on a 4 cycles, dont 3 cycles qui ont une double liaison. Et donc si vous voulez vous rappeler, 3 cycles 30S, ça pourrait le faire. Ce sont des molécules qui sont inactives sur les anaérobies. Alors pourquoi? Parce que les aminosides, en fait, pour pénétrer à l'intérieur de la bactérie, pour pouvoir inhiber la synthèse protéique, ils ont besoin d'un canal ou d'une pompe. Et ce canal ou cette pompe, elle dépend en fait de la chaîne respiratoire. Donc si la bactérie possède une chaîne respiratoire, elle va posséder cette pompe, mais si elle ne possède pas de chaîne respiratoire, elle ne va pas posséder cette pompe. Et quelles sont les bactéries qui ne possèdent pas de chaîne respiratoire? Ce sont les anaérobies, et donc les aminosides sont inactifs sur les anaérobies. On a trois ou quatre, disons trois molécules qui sont les plus prescrites en pratique courante. D'abord la streptomycine, qui est maintenant réservée au traitement de la tuberculose. L'amicacine et la gentamicine, elles sont données en association avec des bêta-lactamines pour le traitement des sepsis en milieu hospitalier. Attention, les aminosides ont 2 effets secondaires majeurs. C'est 1, la néphrotoxicité, et 2, l'autotoxicité. Alors les médicaments comme les aminosides qui sont néphrotoxiques et qui sont surtout autotoxiques, qui peuvent agir même sur le système vestibulaire, on les donne pour une durée très limitée. D'ailleurs, la gentamicine est disponible qu'en injectable, donc on la donne soit en IV, soit en IM, et on la donne pour une durée maximale de 5 jours, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, parce que si on dépasse les 5 jours, on va tomber dans les effets indésirables médicamenteux graves, et notamment l'insuffisance rénale et la destruction des cellules ciliées de l'oreille interne. On passe maintenant aux macrolides. Alors les macrolides, ce sont toujours des antibiotiques à large spectre qu'on donne le plus souvent pour le traitement des bactéries plutôt à gram positif, et surtout des infections respiratoires ou des infections à bactéries intracellulaires, parce qu'elles ont une très bonne efficacité sur les bactéries à développement intracellulaire. Ils ont également une très bonne action sur le staph et sur le pneumocoque. Donc vraiment, c'est surtout pour la sphère ORL ou pour les bactéries intracellulaires. Donc macro, comme vous savez, ça veut dire grand, et donc ça va inhiber la grande sous-unité du ribosome, et donc la sous-unité 50S. Elles sont divisées les macrolides sont divisés en 2 grandes familles. On a les anciens macrolides qui étaient bactériostatiques, comme l'érythromycine ou l'aspiramycine, qui est maintenant réservé, pas réservé non, mais qui est très utilisé pour soit la prophylaxie contre, comment ça s'appelle, la méningite à méningocoque, soit pour traiter la toxoplasmose chez la femme enceinte. Donc c'est à peu près les 2 seules indications qui restent pour l'aspiramycine. Les nouveaux macrolides, par contre, ce sont des antibiotiques qui sont bactéricides. On en citera 2, la clarithromycine, qui n'est pas très utilisée, quoique elle est encore utilisée en pratique courante, et l'azithromycine surtout, qu'on donne en 3 jours, et qu'on a vu rebondir en ce moment durant l'épidémie de Covid, parce qu'elle aurait un effet antiviral in vitro, mais qui n'a toujours pas été prouvé d'ailleurs in vivo. Donc l'azithromycine et la clarithromycine, c'est de nouveaux macrolides qui sont bactéricides. Donc ce que vous devez retenir en fait des macrolides, c'est pas le fait que voilà, c'est utilisé pour le Covid ou quoi, c'est que c'est utilisé contre les bactéries à développement intracellulaire et pour les infections respiratoires, à staph, à pneumocoque, etc. On passe aux lyncosamides et aux streptogramines. Donc les lyncosamides et les streptogramines, ce sont des apparentés aux macrolides en fait, donc ils inhibent aussi la sous-unité 50S. Les lyncosamides et les streptogramines sont en fait utilisés pour le traitement des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, donc pour le SARM. Comme chef de file des lyncosamides, c'est la clindamycine. La clindamycine qui a un effet secondaire majeur, c'est la colite pseudomembraneuse. En fait, ce qui se passe,
c'est quand on donne beaucoup trop de clindamycine aux patients, leur flore intestinale, elle va être détruite par cet antibiotique. Donc ils n'auront plus de flore intestinale et ils auront tendance à être plus susceptibles euh, aux infections à bactéries anaérobies et notamment aux infections à Clostridium difficile. Et Clostridium difficile va entraîner une inflammation grave, très grave du côlon qui peut même entraîner le décès par choc septique. Et c'est ce qu'on appelle la colite pseudomembraneuse. Donc c'est pour ça que les traitements par macrolide et les traitements même par augmentin ne doivent pas être prescrits pendant une durée supérieure à 10 jours. Sinon on risque de se retrouver avec ce genre d'effets secondaires et notamment la colite pseudomembraneuse. Pour les streptogramines, en fait, les streptogramines, c'est ce qu'on appelle les streptogramines A et B, qui sont, ou les synergistines aussi, qui sont en fait bactériostatiques si elles sont utilisées isolément, mais bactéricides lorsqu'elles sont associées. C'est un antistaphylococcique majeur, et on en a deux, la pristinamycine et la virginamycine. Et la plus prescrite maintenant, c'est la pristinamycine ou piostacine, qui est donc utilisée pour le traitement du Staph aureus résistant à la méticilline, qui se donne évidemment par voie orale. On passe au phénicolé, donc comme chef de file c'est le chloramphénicol, donc comme vous savez chloramphénicol il y a 5 syllabes, 5 syllabes dans chloramphénicol, donc ça inhibe la sous-unité 50S, il a une très bonne diffusion ganglionnaire, et la maladie ganglionnaire par excellence c'est évidemment la fièvre typhoïde. Alors c'est quoi la fièvre typhoïde? En fait c'est une bactérie qui est Salmonella typhi, et Salmonella typhi en fait c'est une bactérie qui est à transmission surtout par voie orale. Elle va passer dans le tube digestif et elle va se loger au niveau des ganglions mésentériques. Donc, pour traiter et ensuite faire un sepsis et entraîner une fièvre typhoïde. Donc, c'est le sepsis à Salmonella typhi qui entraîne la fièvre typhoïde. Et donc, pour traiter une salmonellose ou une fièvre typhoïde, on a besoin d'un antibiotique qui a une très bonne diffusion ganglionnaire. Et donc, jusqu'à très récemment, on utilisait le chloramphénicol. Mais maintenant, étant donné la toxicité du chloramphénicol et notamment la toxicité médulaire, quand je dis médulaire, je parle de moelle osseuse, je ne parle pas de moelle épinière. Donc, notamment à cause de la toxicité médulaire du chloramphénicol, on essaye de plus en plus de diminuer la prescription de chloramphénicol pour passer plutôt vers le Bactrim, vers l'amoxicilline, surtout pour les sujets jeunes et la femme enceinte. Vous savez que le chloramphénicol il est contre-indiqué chez la femme enceinte justement à cause de cette toxicité médulaire. Ça peut entraîner même des aplasies médulaires très sévères. Toujours dans la synthèse protéique, on parle des tétracyclines. Donc T3, ça ressemble à 3, donc c'est inhibe la solubilité 30S. Spectre large, et il est utilisé surtout pour le traitement. En fait, il n'est pas très utilisé. Il n'est pas très utilisé, les tétracyclines. On les utilise surtout pour le traitement de certaines infections à bactéries intracellulaires qui ne répondent pas aux autres antibiotiques. Elles sont à éviter chez la femme enceinte et chez l'enfant à cause d'un probable effet chélateur du calcium. Donc les tétracyclines peuvent se lier au calcium et l'éliminer dans les selles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les tétracyclines avec des produits laitiers. Il faut toujours éviter de les prendre avec des produits laitiers. Parce que sinon elles vont en fait se lier au calcium et elles seront directement éliminées avec les selles. Enfin, l'acide fusidique, qu'on appelle la fusidine, qui est plutôt disponible en pommade, la fusidine, qui est un antistaphylococcique majeur toujours, et qui est actif sur le Staphylococcus aureus méticillino-résistant. Alors évidemment, vu qu'il est disponible en pommade, on va prescrire plutôt l'acide fusidique pour des infections cutanées très sévères à Staphylococcus aureus, comme les surinfections de plaies en hospitalier, comme les infections de prothèses, etc., etc. Donc l'acide fusidique fait partie des antistaphylococciques majeurs et il est actif sur le Staph aureus méticillino-résistant. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusque-là comme antistaphylococcique majeur? On a vu l'avancomycine, on a vu comment il s'appelle là, la pristinamycine, donc la pristinamycine, et on a vu maintenant l'acide fusidique, et donc il en reste un, et on aura vu tous les antistaphylococciques majeurs. Maintenant, les inhibiteurs de l'acide nucléique, on commence par la rifampicine, enfin la famille des rifamycines, qui est un antibiotique donc à spectre large, actif et sur Mycobacterium tuberculosis et sur Brucella. En fait, il est actif sur les bactéries qui sont en développement intracellulaire.
notamment. Pas que, mais notamment. La rifampicine, c'est la molécule la plus utilisée de la famille des rifamycines. En Algérie, on n'utilise pas la rifampicine, on l'utilise uniquement pour le traitement de la tuberculose. Donc elle est réservée au traitement de la tuberculose. On ne veut pas la donner pour autre chose, car on risquerait de recruter en fait des souches de Mycobacterium tuberculosis qui deviendraient résistantes à la rifampicine. On ne veut pas ça parce que c'est parmi maintenant les antibiotiques les plus actifs et les moins toxiques qu'on peut donner contre la tuberculose. Donc la rifampicine est réservée au traitement de la tuberculose en Algérie. Et c'est le dernier antistaphylococcique majeur. Donc on avait cité la vancomycine, on avait cité la pristinamycine, donc la piostacine, on avait cité l'acide fusidique, et vous pouvez rajouter avec ça la rifampicine qui est le dernier antistaphylococcique majeur. Ensuite, on a les quinolones. Alors, les quinolones, là j'ai parlé de quinolones, mais je veux parler de fluoroquinolones. Et les fluoroquinolones, en fait, c'est des quinolones de nouvelle génération. Ce sont des bactéries à spectre étroit qui sont actives sur les bacilles à gram négatifs uniquement et surtout ceux qui entraînent des infections urinaires, mais pas que. On peut l'utiliser également pour d'autres types d'infections. Les chefs de file, c'est la ciprofloxacine et l'ofloxacine qui sont utilisés pour le traitement donc, des infections urinaires, des infections digestives, des sepsis et pour le traitement de deuxième ligne ou de troisième ligne pardon, de la tuberculose. On a une fluoroquinolone caractéristique ou spécifique, c'est la lévofloxacine et qu'on appelle quinolone respiratoire et qu'on utilise pour le traitement du pneumocoque qui résiste un petit peu aux pénicillines A. Donc on n'oublie pas ciprofloxacine et ofloxacine pour les infections urinaires et la tuberculose notamment, et pas que, même pour les sepsis, et la lévofloxacine qui est la quinolone respiratoire, utilisée pour le traitement des pneumocoques, donc des infections respiratoires à pneumocoques. Les nitroimidazolés, donc c'est ce qu'on appelle le métronidazole ou flagile, qui a un effet antibactérien et antiparasitaire moindre, hein, pas vraiment. Il est très actif sur les bactéries anaérobies, d'ailleurs c'est son utilisation préférentielle, donc on donne du flagile quand on pense à des anaérobies, et il est actif sur Helicobacter pylori, donc il fait partie du traitement des gastrites à Helicobacter pylori, on en parlera une autre fois. Donc ce qu'il faut retenir pour les nitroimidazolés, c'est surtout leur activité sur les anaérobies et leur effet plus ou moins antiparasitaire. Alors les inhibiteurs de la synthèse des folates, donc on a le triméthoprime sulfaméthoxazole qu'on appelle aussi le cotrimoxazole, donc le cotrimoxazole. Le cotrimoxazole en fait fait partie de la famille des sulfamides. Et les sulfamides sont bactériostatiques, donc le sulfaméthoxazole est bactériostatique lorsqu'il est utilisé seul, mais bactéricide lorsqu'il est associé au triméthoprime. Donc c'est l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole qui nous donne l'effet bactéricide des sulfamides. Ce sont des antibiotiques à spectre large avec haut risque de résistance, c'est pour ça qu'on les associe justement. Il faut savoir que les sulfamides ont été les tout premiers antibiotiques qui ont été découverts. Lors de la formation en fait, de l'acide folique, les sulfamides ce seront en fait des inhibiteurs compétitifs de l'acide para-aminobenzoïque et le triméthoprime va inhiber une enzyme qu'on appelle la dihydrofolate réductase. Alors je ne sais pas si c'est à apprendre ou pas, mais en tout cas si ça tombe au moins vous avez l'information. Ils ont également une action antiparasitaire qui est associée, et donc l'association sulfaméthoxazole-triméthoprime va nous donner le cotrimoxazole qu'on appelle également le fameux Bactrim et que vous avez probablement vu en parasitologie. Donc dernière famille d'antibiotiques, ce sont les polymyxines qui sont actifs sur les membranes externes des bacilles à gram négatifs. Donc vu qu'on parle de membranes externes, donc ce sont véritablement des antibiotiques qui agissent uniquement sur les bactéries à gram négatif, donc ils ont un spectre très étroit. On a deux types de polymyxines, on a la polymyxine E ou la colistine qui est à usage hospitalier uniquement et qui est utilisée pour le traitement des infections nosocomiales donc contractées à l'hôpital, donc des infections nosocomiales à bactéries à gram négatif. Et on a des polymyxines B qui sont utilisées notamment comme collyres. Donc les collyres, ce sont en fait les gouttes pour les yeux, les gouttes oculaires, et donc on s'en sert pour traiter les infections oculaires, les kératoconjonctivites notamment. Mais l'indication préférentielle des polymyxines, notamment de la colistine, c'est pour les bacilles à gram négatifs qui sont multirésistants. On passe rapidement aux antituberculeux majeurs.
Donc ils sont au nombre de 5. On a d'abord la rifampicine qui fait partie des rifamycines et qui est un antituberculeux majeur. On a l'isoniazide qui inhibe la synthèse de la paroi des mycobactéries, donc c'est également un antituberculeux majeur. On a le pyrazinamide qui est actif uniquement sur tuberculosis mais pas actif sur bovis, on en parlera une prochaine fois. L'éthambutol qui est le seul antituberculeux qui est bactériostatique. Et enfin la streptomycine qui fait partie des aminosides. Donc voilà, ce sont les 5 grandes familles d'antibiotiques qu'on va utiliser en association l'un avec l'autre pour le traitement de la tuberculose. Alors pourquoi il faut associer? Ben, il faut associer parce que on a peur de recruter en fait des souches qui sont résistantes à la rifampicine et à l'isoniazide. Si on tombe sur des souches résistantes à l'un ou à l'autre, on est très mal parce que la tuberculose en Algérie, c'est un problème de santé publique, c'est une endémie. On a toujours la tuberculose chez nous et on est tous d'une façon ou d'une autre infectés par la tuberculose mais qui est sous forme latente. Donc si on arrive à si on recrute des germes ou des souches qui sont résistantes à la rifampicine ou à l'isoniazide, on sera très mal et on devra avoir recours à des antibiotiques qui sont de troisième ligne et qui sont très toxiques pour le rein, très toxiques pour le foie, alors que le traitement actuel est plus ou moins bien toléré. Donc vraiment, il faut associer les antibiotiques pour le traitement de la tuberculose. C'est un traitement de très longue durée, de 6 mois minimum. Donc voilà, c'est un petit peu le délire, et c'est pour ça qu'on a énormément de familles pour le traitement de la tuberculose. Alors le protocole de traitement, je suis allé très résumé, hein, et le traitement fait plusieurs pages, mais en gros, pour les tuberculoses pulmonaires ou extrapulmonaires graves, on va associer 2 mois, donc le chiffre ici c'est le nombre de mois, et ici c'est la molécule utilisée. Donc 2 mois, il va associer les 4 antibiotiques, donc rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, et 4 mois uniquement de rifampicine, isoniazide. Donc les 2 mois qui associent les 4 antibiotiques, on appelle ça la dose ou le traitement d'attaque, et les 4 mois qui associent uniquement les deux, on parle de traitement d'entretien. Pour la tuberculose extrapulmonaire qui est non grave, là, on va enlever l'éthambutol, donc on va donner 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, et 4 mois de rifampicine, isoniazide, donc traitement d'attaque et traitement d'entretien. Alors chez l'enfant, des études avaient montré que l'éthambutol avait des effets secondaires au niveau oculaire. Donc ils entraînaient en fait la perte de la vision des couleurs, c'est ce qu'on appelle la dyschromatopsie, surtout chez les enfants. Enfin, pas vraiment surtout chez les enfants, mais chez les enfants c'est un problème parce que les enfants en fait n'arrivent pas à vous dire s'ils ont un effet secondaire ou pas. Donc ils ne se rendent pas compte s'ils arrivent toujours à voir aussi bien qu'avant, si c'est un problème ou pas. Donc pour éviter ce genre de désagrément, on a dit qu'on devait remplacer l'éthambutol par la streptomycine chez les enfants de moins de 5 ans ou de moins de 15 kg, en gros, c'est à peu près ça. Maintenant, l'indication a changé, on donne l'éthambutol chez l'enfant sans aucun problème. Mais avant, en tout cas, on remplaçait l'éthambutol par de la streptomycine qu'on donne toujours, n'oubliez pas, par voie injectable. Et je vous remercie.